3. Donc c'est très important. Donc je présente Nicolas Barry de Longchamp, qui est praticien universitaire dans le groupe d'urologie de Cochin. Et donc maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est où est-ce qu'on en est, ces nouvelles molécules dont on n'aurait même pas pu imaginer l'existence il y a quelques années. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci de votre accueil. Alors, comment on lance les... Ah, ça y est. Voilà. Donc, ma présentation s'inscrit en effet dans la ligne directe et logique de ce que vous a présenté M. Soulier, donc des mécanismes et des nouveaux mécanismes connus de résistance à la castration. Et je vais donc vous parler principalement de deux nouvelles hormonothérapies. Tout d'abord l'abiraterone, qui est un inhibiteur enzymatique, et le MDV 3100, qui est un nouvel anti-androgène, un anti-androgène de deuxième génération. Alors, comme vous le savez, je vais aller très vite, puisque M. Soulier vous a parlé déjà de l'évolution du cancer de la prostate, qui peut être diagnostiqué soit au stade localisé, soit d'emblée au stade métastatique, mais qui évolue, lorsqu'il est métastatique, inéluctablement vers ce stade de résistance, d'échappement hormonal, de résistance à la castration. Et ce stade, on le définit de manière assez pratique finalement en clinique par 3 élévations successives du PSA chez un patient castré et lorsque l'on a déjà fait, comme vous a dit M. Soulier, plusieurs manipulations hormonales afin de tenter du moins de stabiliser la maladie pendant quelques mois. Alors à ce stade, jusqu'à présent, n'était disponible que la chimiothérapie, et en particulier le docétaxel et plus récemment le cabazitaxel, mais la connaissance des nouveaux mécanismes de résistance à la castration et en particulier des mécanismes qui impliquent le récepteur aux androgènes que vous a exposé M. Soulier, eh bien, la meilleure connaissance de ces mécanismes a permis de développer ces nouvelles molécules. Alors comme vous savez, comme on vient de le dire, il y a plein de mécanismes différents, de multitudes de mécanismes, que ce soit la surexpression, la mutation du récepteur, la présence de différents partenaires multiples, coactivateurs ou corépresseurs du récepteur. Eh bien, les deux mécanismes les plus souvent observés sont la surexpression du récepteur, et c'est là que va agir cet anti-androgène de deuxième génération, qui est le MDV 3100. Et l'autre grand mécanisme observé le plus souvent, c'est cette augmentation de la synthèse de la testostérone intracrine dans la cellule tumorale elle-même, qui la rend finalement indépendante de son milieu et indépendante de toute sorte de castration au niveau sérique. Alors pour commencer, concernant l'abiraterone, qui est cet inhibiteur enzymatique, eh bien l'abiraterone va agir en inhibant une enzyme, le cytochrome P 457A, qui intervient, comme vous le voyez, dans la synthèse des androgènes. Et en inhibant cette enzyme, eh bien, tout simplement, on va avoir à la fois au niveau sérique, mais aussi dans la cellule tumorale, une diminution des androgènes, la testostérone bien sûr, mais aussi l'androsténione et le DHEA. Donc à la fois un effet extracellulaire au niveau sérique, au niveau testiculaire, au niveau surrénalien, mais aussi intracellulaire dans la cellule tumorale. L'effet secondaire principal est une diminution du cortisol, comme vous le voyez. Et donc, cette diminution du cortisol entraîne un rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire avec une augmentation de la CTH qui entraîne des effets secondaires que sont l'hypokaliémie, l'hypertension et la rétention hydrosodée par l'effet des minéralocorticoïdes qui sont augmentés. Et c'est pour cette raison qu'on va associer ce médicament à la prednisone. Donc, l'abiraterone est un médicament qui se donne péros avec de la prednisone et qui a donc été évalué dans cette étude de phase 3 qui a été effectuée chez plus de 1000 patients qui avaient un cancer de la prostate métastatique en situation de résistance à la castration et qui avaient déjà eu au moins une ligne de chimiothérapie. Alors il y a eu 2 groupes comparatifs randomisés, un groupe traité par l'abiraterone et un groupe placebo, et comme vous le voyez, eh bien, les résultats, en tout cas l'objectif principal qui était la survie globale, eh bien, les résultats sont très positifs puisqu'il y a clairement une différence entre les 2 groupes avec un gain en survie globale médiane de 36% pour le groupe traité par abiraterone, ce qui correspondait à environ 4 mois de survie médiane additionnelle dans le groupe à l'étude. Ce bénéfice en termes de survie globale était visible dans tous les sous-groupes de patients, quel que soit l'âge, quel que soit le score ECOG des patients, quels que soient les traitements antérieurs en termes de nombre de chimiothérapies. Et enfin, concernant les critères secondaires d'évaluation, eh bien, ces objectifs secondaires étaient eux aussi atteints, que ce soit en progression
biologique, survie sans progression biologique, en survie sans progression radiologique ou en taux de réponse au PSA. Tous ces critères étaient positifs. Alors bien évidemment, il y avait des effets indésirables qui étaient néanmoins tout à fait gérables par les oncologues. Mais ce qui est ressorti, c'est que malgré la prescription concomitante de prednisone, eh bien, il y avait quand même un certain nombre de patients qui ont présenté une hypokaliémie, une rétention hydrosodée, mais qui étaient en général bien gérés au cours de l'étude, qui n'étaient pas si fréquents que ça, en plus, vous voyez, par rapport au groupe placebo. Alors, fort de ces résultats, vu que l'abiraterone a clairement prouvé son efficacité après chimiothérapie chez ces patients en état de résistance à la castration, il est actuellement évalué avant même la chimiothérapie comme première ligne de traitement chez ces patients ayant une résistance à la castration. Cette étude est en cours et l'objectif principal est, de la même manière que pour l'étude précédente, la survie globale des patients. Concernant maintenant le MDV 3100, qui est un autre traitement, mais un traitement aussi très facile d'utilisation, qui se donne Peros. Le MDV 3100 est un nouvel antiandrogène, un antiandrogène de deuxième génération qui se distingue en fait des anciens antiandrogènes, qui sont eux aussi efficaces, mais comme le bicalutamide en particulier, mais ce MDV 3100 se distingue à plusieurs niveaux. Tout d'abord en termes d'affinité pour le récepteur aux androgènes, puisqu'il se fixe de manière beaucoup plus forte au récepteur. Il inhibe, d'une manière partielle c'est vrai, mais il inhibe la translocation nucléaire du récepteur aux androgènes, ce que ne faisait pas le bicalutamide. Il inhibe complètement la fixation du récepteur aux androgènes à l'ADN. Et surtout aussi, il inhibe le recrutement d'un certain nombre de coactivateurs. Et donc l'effet global de ce nouvel antiandrogène est beaucoup plus important en termes de transcription de facteurs de croissance induite par le récepteur aux androgènes, des effets beaucoup plus forts qu'avec les anciens antiandrogènes. Alors cette étude de phase 2 que je vous représente a évalué le MDV 3100 chez des patients à la fois chimio-naïfs et des patients après chimiothérapie, après échec de la chimiothérapie, des patients qui avaient un cancer de la prostate résistant à la castration. Et comme vous le voyez, les taux de réponse biologique étaient très importants et surtout très fréquents, puisque plus de la moitié des patients, quel que soit le groupe, c'était surtout vrai pour le groupe chimio-naïf, mais plus de la moitié des patients dans chaque groupe ont présenté au moins une division par 2 de leur PSA grâce au MDV 3100. Et en termes de survie sans progression biologique, comme vous le voyez sur cette figure, eh bien, la médiane de survie n'était même pas atteinte chez les patients qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie, et cette médiane de survie était d'environ 186 jours, ce qui correspond à 6 mois, ce qui est très important chez les patients en post-chimiothérapie. Cette étude de phase 3 a évalué quant à elle le MDV 3100 par rapport au placebo chez des patients après chimiothérapie, avec comme critère de jugement les mêmes finalement que pour l'abiraterone. Eh bien, cette étude a été arrêtée précocement au vu de l'analyse intermédiaire qui montrait clairement des résultats très positifs, une augmentation significative de la survie globale dans le groupe à l'étude, avec une augmentation de survie globale de près de 5 mois. Et donc cette étude a été arrêtée tout simplement. Et actuellement, le MDV 3100 est aussi à l'étude chez les patients en pré-chimiothérapie. Alors pour conclure, eh bien, l'urologue et les oncologues ont maintenant plein de nouvelles molécules à leur disposition, et toute la difficulté finalement va être de mettre en place des nouvelles stratégies pour le traitement du cancer de la prostate métastatique, que ce soit avant la chimiothérapie ou après la chimiothérapie, avec une action extracellulaire que l'on connaît bien de la part des antagonistes de la GnRH et des agonistes de la LHRH qu'on utilise déjà depuis un certain temps, mais avec en plus l'acétate d'abiraterone qui agit un petit peu plus en aval et qui a l'avantage d'agir au niveau surrénalien, ce que ne faisaient pas ces antagonistes de la GnRH et ces agonistes de la LHRH. Au niveau intracellulaire, on a vu quelle importance pouvait avoir la sécrétion intracellulaire de testostérone dans les cellules tumorales. Et bien là, c'est l'acétate d'abiraterone qui va agir directement sur les enzymes intracellulaires et qui va diminuer la concentration intratumorale de testostérone, avec en plus les antiandrogènes qui peuvent inhiber directement le récepteur aux androgènes
et bien sûr le MDV 3100 qui vient s'ajouter à tout cet arsenal thérapeutique. Donc en conclusion, ces deux nouvelles hormonothérapies, abiraterone et MDV 3100, sont des molécules qui sont faciles d'utilisation, qui se donnent péros, qui ont clairement prouvé leur intérêt après chimiothérapie et qui sont en cours d'évaluation avant chimiothérapie. Et donc pour conclure, finalement, dans le cancer métastatique résistant à la castration, c'est finalement l'hormonothérapie qui fait de la résistance et non le cancer qui est hormonorésistant. Je vous remercie. Merci. Donc, bel exemple de conséquences en clinique, de base de fondement, de recherche fondamentale qui permet aux patients déjà de bénéficier en phase 3 de ces nouvelles molécules. Pour y voir plus clair, parce que je crois qu'au sein de l'Académie de chirurgie, ça a été cet après-midi une discussion très médico-chirurgicale, médico-chirurgicale. On avait besoin de Bernard Lebel pour nous éclairer un petit peu et pour nous dire, avec son bon sens, ce qu'il pense de ces nouveaux traitements. Merci beaucoup. Alors, ce qui est absolument fantastique en matière de cancer de prostate, aujourd'hui, on le voit, c'est que nous avons des traitements de première ligne, de deuxième ligne, et qu'on améliore en permanence ces traitements, et que finalement, on peut considérer que le cancer de prostate est devenu une maladie chronique pour laquelle il faut établir des stratégies afin de ne pas utiliser les molécules de façon trop rapide. Il y a deux questions simplement que je voulais vous poser. La première, c'est nous cherchons toujours dans le domaine de l'hormonodépendance. Mais n'y a-t-il pas, à côté des mécanismes d'hormonodépendance de la carcinogénèse, d'autres mécanismes, par exemple ceux qui doivent exister quand on se trouve d'emblée devant un cancer indifférencié? Et enfin, ma dernière question qui nous intéresse tous, comment se fait-il que nous développons un cancer de prostate au moment où nos hormones circulantes, testostérone en particulier, sont les plus basses? Alors à la première question, je te laisse réfléchir à la seconde, mon cher Nicolas. Elle est plus simple, la première peut-être. Non, la première question, si on a l'impression qu'on a affaire à une maladie qui n'est pas hormonosensible, on en a des stigmates très vite, on peut penser à une maladie de haut grade, et parfois avec une composante neuroendocrine. Donc on peut être amené à faire des marqueurs chromogranine A, NSE pour essayer de le vérifier, ou refaire des biopsies en situation métastatique si on a l'impression qu'il y a eu un virage sur la maladie, et là ouvrir le champ de la chimiothérapie beaucoup plus tôt. Également, une autre voie, c'est un petit peu ce que je vous ai montré sur cette voie ligand indépendante, ce sont toutes les activations qui peuvent arriver par l'environnement, y compris dans les métastases osseuses, l'environnement osseux. Donc il y a des solutions thérapeutiques probablement à rechercher dans ce domaine, antityrosine kinase, thérapie ciblée comme dans le cancer du rein, où on travaille beaucoup sur l'environnement, et puis également au niveau osseux, où on sait qu'il y a des bisphosphonates extrêmement efficaces, y compris tumoricides, et ces chimiothérapies qu'on pourrait amener dans les cas que vous évoquez, c'est-à-dire ceux qui ne paraissent pas hormonosensibles ou de mauvais répondeurs, intégrer plus tôt dans la chaîne thérapeutique par rapport à ce qu'on a montré là, où finalement, là, ce sont les patients plutôt répondeurs à l'hormonothérapie qui vont bénéficier de cette deuxième ligne. Alors, pour ce qui est de... Pour ce qui est de la deuxième question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, à tel moment, plutôt qu'un autre, le cancer va se développer, en particulier chez la personne âgée, qui peut-être a des taux de testostérone sérique inférieurs? En fait, je ne pense pas qu'on ait de réponse à cette question. Ce que l'on sait, et ceci grâce aux études autopsiques principalement, aux États-Unis, chez même des patients très jeunes, des hommes très jeunes, on s'est rendu compte que finalement la prévalence réelle du cancer de la prostate, quel que soit l'âge, elle est assez importante. Elle est plus élevée, c'est vrai, chez l'homme âgé, mais même chez les hommes de 30 ans, on a dans un certain nombre de cas un cancer de la prostate qui existe à l'état latent. Et donc, finalement, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'un cancer latent va se mettre à proliférer, va se mettre à se développer à tel moment de la vie de l'individu. Et c'est peut-être pas un mécanisme, en effet, androgéno-dépendant. Bon, écoutez, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, Monsieur le Président, on peut peut-être clore la séance. J'ai simplement une diapositive juste pour vous rappeler les mots-clés ou les choses importantes. C'est vrai qu'on a voulu faire un survol
d'une pathologie extrêmement vaste comme le cancer de la prostate. Sur le dépistage, qu'est-ce qu'on peut dire? Les éléments nouveaux, il y a 2 mots-clés importants. C'est diminution du décès spécifique qui est prouvé par une étude européenne. Indiscutablement, on diminue d'à peu près 20% le décès spécifique, ce qui est quand même très important. C'est une étude randomisée. Deuxièmement, la tendance, c'est de faire le PSA avant 50 ans. Et au vu des résultats entre 45 et 50 ans, au lieu de faire les PSA tous les ans, eh bien, on va cibler simplement la fréquence du dépistage. Et une fois de plus, si le patient a moins de 1 de PSA à 50 ans ou à 45 ans, peut-être qu'on lui fera un contrôle de PSA uniquement dans 4 ans. Donc c'est les 2 éléments importants et peut-être nouveaux dans le dépistage. Le cancer localisé, je crois qu'on a eu un bon survol de la prostatectomie radicale, la curithérapie, de la radiothérapie. Les résultats fonctionnels sont toujours extrêmement ennuyeux, plus ennuyeux pour le patient qui le vit de temps en temps douloureusement. Et comme disait M. Dufour, on ne sait jamais sur quel patient ça va tomber, même si on fait des chirurgies très très ciblées. Mais par contre, il faut dire quand même qu'au fil du temps, on améliore les résultats. Je ne suis pas sûr que le robot nous permette d'améliorer de façon considérable les résultats, mais l'amélioration de la chirurgie, l'amélioration de la radiothérapie, les cyberknives qui arrivent, tout ça est assez encourageant pour nos patients pour dire oui, il faut vous traiter, il faut vous guérir, mais on a bien conscience qu'il faut diminuer le plus possible les contingences fonctionnelles. Le 3e sujet était extrêmement passionnant, c'est se dire est-ce qu'on pourrait de temps en temps ne pas traiter un cancer? C'est quand même tout à fait déroutant pour un chirurgien oncologue. Eh bien, on a vu que la surveillance active était possible dans des sous-groupes de patients, peut-être 10 à 15% des patients qui viennent nous consulter, basés sur la cinétique du PSA, basés sur les biopsies, basés sur différents paramètres et des nomogrammes. On pourra certainement dégager avec précision des patients qui pourraient être surveillés. Surveillés ne peuvent pas être abandonnés, surveillés très précisément avec des biopsies, éventuellement au fil de l'histoire naturelle du patient. Le traitement focal est enthousiasmant. Il est vrai que le cancer prostatique est multifocal. On sait, peut-être grâce à progrès de l'imagerie, grâce au progrès des biopsies en 3 dimensions, connaître les patients et les cancers qui sont significatifs, des cancers de haut grade, des cancers qui peuvent essayer de traiter uniquement le ou les 2 nodules qui peut-être engagent le pronostic. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant qui est actuellement en cours d'évaluation dans des études randomisées. La résistance, c'est passionnant. C'est vrai qu'en urologie, on a toujours une culture médico-chirurgicale. On travaille tous les jours avec des oncologues médicaux, mais on aime bien en urologie connaître le maximum de choses pour pouvoir dialoguer avec nos collègues médicaux. Ce qui nous a été présenté de façon très claire, c'est que finalement les choses sont très complexes. On bloque un récepteur, on est content. Eh bien le récepteur, il est plus malin que le comprimé, il est plus malin que l'urologue. Et ce récepteur, comme nous l'a bien dit Michel, il va devenir fou. Il va avoir un résultat complètement à l'opposé de ce qu'on souhaite. Et bien maintenant, grâce à la recherche fondamentale et grâce au nouveau traitement qu'on nous a présenté, on a véritablement une stratégie guerrière. Au lieu de traiter un patient de façon uniforme avec un comprimé ou 2 comprimés, non. On va essayer de comprendre pourquoi le patient en est là, on va essayer d'avoir une cartographie moléculaire et on va adapter une vraie stratégie en disant, voilà, moi je décide qu'il faut traiter ici, il faut bloquer le cytochrome, il faut bloquer à tel niveau, etc. Alors c'est vrai que le seul mot de la fin, si je peux me permettre, c'est que tous ces médicaments sont enthousiasmants. Dans la politique actuelle économique, c'est difficile à gérer tout ça parce que ce sont des molécules qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros par mois. Et véritablement, se posera peut-être la question, mais ça nous dépasse, de savoir est-ce qu'on pourra traiter tout le monde. Mais simplement, c'était pour vous dire le plaisir que j'ai eu d'animer cette table ronde et cette séance sur le cancer de la prostate, grâce à mes collègues. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait confiance. Et ça a été un vrai plaisir et j'espère qu'on vous a apporté des questions et des mots clés. Merci.